Bonjour à tous. L'examen approfondi du budget 2021 a permis aux députés de l'opposition de relever de nombreux manquements et incongruités dans la répartition des ressources financières et leur attribution aux institutions et administrations publiques. Selon le député SDF Jean-Michel Nithieu, le projet de loi des finances en 2021 ne tient pas compte de la situation extrêmement préoccupante dans les deux régions en guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur près de 130 milliards de francs CFA consacrés aux interventions en investissement et aux participations de l'État dans les réhabilitations et restructurations. La fraction réservée aux régions en guerre n'est pas définie et l'allocation budgétaire consacrée au comité de désarmement est insignifiante, selon le député SDF, compte tenu de la gravité de la situation des opérations dans ces deux régions. Alors que le pays est en pleine récession économique, ce parlementaire s'inquiète de l'élaboration du budget 2021 ayant un caractère profondément jouissif, socialement indigeste et économiquement inconséquent en pleine pandémie du Covid-19. À titre d'illustration, le député SDF note que les frais de représentation, de mission, de réception et de cérémonie passent de 58,5 milliards de francs CFA à près de 70 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12 milliards qui est supérieure au budget du ministère des Affaires sociales. Ces frais de mission de réception représentent 3 fois le budget de l'Assemblée nationale est plus du double du budget du ministère de l'administration territoriale. Sur la décentralisation, c'est le député PCRN Cabral Libye qui tense le gouvernement sur la dotation générale de la décentralisation, alors que dans les annexes du projet de loi des finances en 2021, 18% du budget doit être consacré. C'est environ 875 milliards de francs CFA prévus pour la décentralisation. Le député Cabral Libye constate que seuls 232 milliards seront mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. 65% du montant resteront entre les mains du gouvernement au motif que les collectivités seraient incapables de disposer de certaines compétences. Pour le président national du PCRN, c'est une grave violation de la loi qui s'ajoute à une autre incongruité concernant le plafonnement du fonds destiné à l'entretien routier. Pourtant, selon Cabral, des textes de loi l'interdisent depuis 1996. Les députés PCRN et SDF ont appelé au renvoi du budget, mais il a été adopté en l'état à l'Assemblée nationale avant d'être transféré au Sénat. Dès lors, comment expliquer une telle controverse dans la répartition des ressources budgétaires pour l'année 2021? Pourquoi les zones d'ombre persistent sur la gestion financière de la crise sanitaire au moment où le Cameroun fait face à une résurgence de la pandémie du Covid-19, 2000 nouveaux cas enregistrés en l'espace d'un mois? D'où viendront les ressources à affecter aux conseils régionaux attendus à l'issue de la première élection ce dimanche 6 décembre 2020? Aux dernières nouvelles, il y a une forte militarisation autour des bureaux de vote dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Seuls les conseillers municipaux et chefs traditionnels font partie du collège électoral appelé à élire les tout premiers conseillers régionaux du Cameroun. Le RDPC, le PCRN, l'UNDP, le FSNC, l'UPC et d'autres formations politiques sont en compétition pour ce scrutin aux enjeux politiques décisifs pour la vie politique du pays. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux téléspectateurs et aux nombreux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'aimerais en particulier adresser toute ma solidarité à tous les prisonniers d'opinion, le professeur Maurice Kamto, le président élu, injustement assigné de fait à résidence, tous les camarades qui sont dans les prisons du Cameroun, même comme on peut observer qu'il y a quelques-uns qui ont pu goûter à la liberté ces derniers jours. J'aimerais également saluer tous les combattants de la liberté, au rang desquels les avocats, ceux-là même qui se battent chaque jour aux côtés de tous ceux qui sont privés de leurs droits fondamentaux,
j'aimerais particulièrement avoir une pensée pour les membres du collectif des avocats, Maître Sylvain Swop, avec à sa tête Maître Méli et tous les autres confrères qui, sans relâche, travaillent à ce que cet État, qui était jadis un État de droit en construction, qui se transforme chaque jour en un État de non-droit et d'injustice, ne puisse pas avoir raison sur nos libertés fondamentales. Vous êtes secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires. En face de vous, dans cette émission Droit de réponse, c'est Joseph René Mboutouzé. Bonjour. Oui, bonjour Cédric. Je précise que vous êtes expert en management public, homme politique, fervent partisan du renouveau de chef de l'État et militant du RDPC. Merci d'être avec nous ce dimanche. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à l'exercice de ce dimanche. Effectivement, je suis spécialiste dans les questions de management public, diplômé de l'Institut supérieur de management public. Je suis militant RDPC à la section RDPC du Dialogue 3 à Moyomosala. Et je suis défenseur à titre totalement inclusif du président Paul Biya. On en parlera justement des politiques publiques du gouvernement dans cette émission. Sur le plateau de Droit de réponse, c'est l'un des conseils juridiques de l'Union des populations du Cameroun. Il est aussi avocat au barreau du Cameroun, Maître Simon-Serge Kakak. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Kinos Télévision qui suivent ce précieux programme. Mais surtout, permettez-moi de saluer tous les militants de l'Union des populations du Cameroun qui préparent activement, j'allais dire, le comité directeur qui va siéger le 2 décembre prochain. Et naturellement, permettez-moi de saluer tous les candidats de l'Union des populations du Cameroun au régional. Parce que, soit dit en passant, l'Union des populations du Cameroun a présenté des listes dans 3 départements, le Nord-Wikélé, la Sanaga maritime et le Vouri. Donc je profite de cette tribune pour saluer la tête de liste de l'Union des populations du Cameroun dans le Nord-Wikélé, le grand banquier Pierre-Étienne Tam II. Je salue également la tête de liste de l'UPC dans la Sanaga maritime, Jacques Eder Yetembote. Et naturellement, je salue le camarade Salomon Douala Palais, qui est tête de liste de l'UPC dans le Vouri. Après vous, Maître Simon-Serge Kakak, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kamgia, qui est présent sur ce plateau avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes ici présents. Je renouvelle mes amitiés et ma sincère affection aux millions de téléspectateurs fidèles de l'émission Droit de réponse. Après vous, Edmond Kamgia, le 5e panéliste, il est ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information et des médias, Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission. J'ai hésité pour venir ici parce que j'ai été durement frappé ce matin. Il y a mon frère aîné qui est d'ailleurs participe à plusieurs émissions, n'est-ce pas, à la radio, donc à Radio Equinos. Mon frère aîné Jules Ngueta, qu'on appelle Jules de Trois Arbres, n'est-ce pas. Il a rendu l'âme ce matin, il a été foudroyé par une terrible attaque. Alors, j'ai eu de la peine, n'est-ce pas, à venir sur ce plateau, mais comme le devoir m'interpelle, malgré que mon cœur saigne, je vais essayer donc de me battre autant que faire se peut. Toutes nos condoléances les plus sincères, Jean-Robert Wafo, et je reste avec vous pour évoquer cette sortie du député Jean-Michel Nitieux à l'Assemblée nationale et un incident qui s'en est suivi alors qu'il était en train d'adresser sa question orale concernant des incongruités observées selon lui dans le projet de loi des finances 2021. Que s'est-il concrètement passé à l'Assemblée nationale, Jean-Robert Wafo? Il est d'usage à l'Assemblée nationale que lors de la session consacrée à l'examen du budget, je vais parler de la session de novembre, après la lecture, n'est-ce pas, du rapport général qui est faite par le rapporteur de la Commission des finances et du budget,
que, conformément au règlement de l'Assemblée, qu'il puisse avoir des questions préalables. Et le SDF l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'il l'a toujours fait. Cette fois-ci, l'honorable dit tu as voulu, n'est-ce pas, déférer à cette exigence. On lui a donné la parole. Alors qu'il était en train donc de décliner sa question préalable, il a été interrompu. D'ailleurs, vous avez pu voir les images, n'est-ce pas, en Mondovision. Et je dis, ce genre d'attitude participe, n'est-ce pas, du totalitarisme parlementaire. Parce que si un député ne peut pas s'exprimer à l'Assemblée nationale, où est-ce qu'il va s'exprimer? Si un député ne peut pas s'exprimer à l'Assemblée nationale, en plein hémicycle, alors, que dit du citoyen lambda? Donc je pense que c'est une pratique qui n'honore pas, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale de notre pays, et vivement que ça cesse. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi rapidement ils l'ont stoppé, parce qu'il a commencé par la question, la question anglophone. Quand je parle de la question anglophone, en rapport bien évidemment avec le budget, parce qu'il a fait comprendre qu'on ne peut pas faire de prévision budgétaire pour le compte de l'exercice 2021 sur l'ensemble du territoire, alors que 20% du PIB, n'est-ce pas, est pratiquement écrasé. Parce qu'il n'est de secret pour personne que le tissu économique est en lambeaux de ce côté, donc dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et alors qu'il était en train donc de vouloir dérouler davantage, il a été interrompu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui officier en lieu et place de l'honorable, donc du très honorable Kava Yegedibil qui était absent. Donc voilà, donc c'est ce genre de pratique qui révolte, qui pousse les Camerounais à se demander, mais écoutez, mais où est-ce qu'on va? Jusqu'où ceux qui nous gouvernent iront? Et s'agissant, n'est-ce pas, parce qu'ils l'ont vu venir. Ils se sont rendus compte qu'il avait bétonné sa question préalable. Ils l'ont vu venir. Pour ne pas que les consciences, n'est-ce pas, de certains députés soient donc éveillées, rapidement, ils ont dit parce que j'ai pu entrer en possession, n'est-ce pas, de cette question préalable de l'honorable Nietzsche. Justement, quels sont les principaux points qu'il a soulevés lors de son intervention à l'Assemblée nationale? D'abord, il a été coupé quand il a relevé que 20% du PIB de notre pays, parce que les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest représentent 20% du PIB national, qu'on ne pouvait pas faire une projection sérieuse, un projet de budget sérieux, en faisant comme si de rien n'était. Ça, c'est d'un. De deux, il a relevé que lors des examens du budget de 2020, qui s'est tenu en novembre 2019, que en ce qui concerne, n'est-ce pas, les réhabilitations, restructurations, ainsi que les interventions en investissement, que l'État avait prévu, n'est-ce pas, 120 milliards de francs CFA. Et que ce budget a connu, donc devrait connaître dans le projet, n'est-ce pas, un accroissement de 10 milliards, donc ça devait passer de 120 milliards à 130 milliards. Alors il s'est posé la question de savoir, ces 120 milliards-là, vous allez parler de 130 milliards aujourd'hui. C'est pour les interventions en investissement, pour les réhabilitations, pour les restructurations sur l'ensemble du territoire. Mais quelle est la fraction réservée spécifiquement aux deux régions du nord-ouest et du sud-ouest? Ils n'ont pas pu le faire. De deux, il a posé la question de savoir, vous parlez de restructuration et de réhabilitation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas possible. À partir du moment où on a encore en mémoire, n'est-ce pas, le coordonnateur du plan pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, je parle donc du ministre Paul Tasson, qui n'a pas pu enterrer sa belle-mère de 108 ans dans le Lébi Alem. Il a été contraint d'aller au stade du Sénagès à Tchang avec toute une escouade, avec la protection des forces de défense et de sécurité pour le faire là-bas. Alors, le député se pose la question de savoir, quand on parle de restructuration, de réhabilitation, vous allez le faire ou quand lui-même ne parvient pas, lui qui est chargé de cette reconstruction, ne parvient pas à enterrer, n'est-ce pas, sa belle-mère de 108 ans, là où il avait prévu. Donc, c'est un ensemble de choses qui... parce qu'ils l'ont vu venir. Ils savent qu'il est méticuleux. Ils savent qu'il démarre comme un moteur diesel. Et quand ça va à quand c'est lancé,
c'est vraiment lancé. Vous avez cité par exemple. On va en parler Mais tout à c'est une l'heure. folie. Restons sur la question d'abord anglophone. Joseph René Mboutouzé, sur la répartition de ce budget 2021, alors que de nombreux Camerounais s'attendent à une focalisation sur un processus de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'y a pas de précision qui est faite sur la réhabilitation, la restructuration des régions anglophones, et les députés de l'opposition ont soulevé ce manquement dans le budget. Comment expliquer une telle situation, selon vous? Oui, enfin, lorsque je viens d'écouter M. Wafou du SDF, lui semble ne même pas vouloir qu'on accorde même un budget pour la reconstruction des régions du Nozo, parce que il estime que pour le moment c'est pas important, parce que selon lui la guerre fait des ravages là-bas. Donc pour lui on ne devrait même pas évoquer une enveloppe quelconque pour reconstruire les régions du Nozo. Je crois que en filigrane c'est la position du SDF sur ce sujet. Avant tout débat, il y a des choses que je voudrais d'abord préciser ici. La démocratie de façon prosaïque se résume à la dictature de la majorité. C'est-à-dire que dès que vous êtes majoritaire, le peuple vous a consacré majoritaire. C'est vous qui définissez la politique de la nation, parce que le peuple a exprimé cette confiance à vous, confiance, cette légitimité. Mais la réalité, donc aujourd'hui, c'est que le gouvernement du RDPC a la légitimité du peuple, parce que ce peuple a voté le programme du président Paul Biya en 2018 à une majorité, c'était même un plébiscite, parce que pour une élection présidentielle qui a 9 candidats, si un seul candidat a déjà 71%, c'est pratiquement un plébiscite. Voilà. Donc ce peuple a donc plébiscité le président Paul Biya en 2018. Ce peuple en 2020 a continué dans la même logique en donnant une majorité obèse même au RDPC dans les 2 chambres du Parlement, et même pour ce qui concerne la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Donc les autres doivent regarder en spectateur et éventuellement apporter comment je vais dire, une plus-value en termes de conseils, en termes d'évaluation, mais ils ne peuvent pas s'opposer comme ni des donneurs de leçons, ni des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir une voix qui peut influencer les actions du gouvernement qui sont conformes à la politique des grandes opportunités du président Paul Biya, que le peuple a validé. Mais Joseph René, on est sur la question Ils ne peuvent pas, de 130 milliards de francs CFA. C'était un préalable. Je vous en prie. Voilà. Le gouvernement prévoit 130 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, la restructuration, les investissements de l'État dans ce domaine précis. Mais dans cette enveloppe budgétaire, aucune précision n'est faite sur la part réservée pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que cette absence de précision est un indicateur de ce que la situation sécuritaire ne permet pas pour le moment au gouvernement de pouvoir se lancer dans ce projet qu'il a annoncé en 2020? Non, Cédric, j'ai déjà dit ici, dans cette même chaîne de télévision Equinox, qu'il n'y a pas de guerre dans les régions du nord-est et du sud-ouest. J'ai exprimé ici, de façon aiguë et pointue, que les forces de l'ordre qui sont dans ces régions sont là-bas pour faire ce qu'on appelle le maintien de l'ordre renforcé. Et j'avais à cette occasion dit que s'il y avait la guerre dans ces régions, l'armée n'a pas pour rôle de faire le maintien de l'ordre. Le déploiement de l'armée, de ces forces spéciales dans ces régions. Voilà. Est-ce que cela a pour but de faire du maintien de l'ordre? Voilà, Cédric. Dans un premier temps, il y a eu ce qu'on a appelé le maintien de l'ordre, tout court. Mais lorsque dans la mission de maintien de l'ordre,
les forces de défense camerounaises ont constaté que certains fauteurs de troubles d'en face utilisaient des armes de guerre. Alors nous sommes passés dans ce qu'on qualifie de maintien de l'ordre renforcé, qui peut maintenant utiliser les forces de deuxième et même de troisième catégorie. Et je vous avais dit, pour le prouver, que s'il y avait effectivement guerre dans les régions du Nozo, l'armée devait déployer tout son arsenal de guerre. Vous savez que l'armée camerounaise a des hélicoptères de combat, a des chars et tout ça. Est-ce que vous avez vu ce matériel de guerre? Vous ne pouvez pas dire que l'armée camerounaise mène une guerre au Nozo et tout le matériel de guerre qui peut donc permettre de pouvoir gagner et vaincre l'ennemi se regroupe donc à Yaoundé. Ce n'est pas possible. Parce que, pour le moment, on ne peut pas dire que l'armée va engager une guerre contre son peuple. Lorsque les gens parlent de guerre au Nozo, ça signifie quoi? Que l'armée se met en guerre avec une fraction de son peuple, ce qui n'est pas possible. Mais maintenant, s'il y a des délinquants, des bandits qui sèment la terreur dans ces régions, il faut bien que les forces de défense soient là pour sécuriser la région. Et c'est le rôle actuel de ces forces de défense là-bas. Maintenant, pour ce qui est de la construction de ces régions, avant même le budget 2020, vous savez qu'il y a une enveloppe qui avait été consacrée pour la reconstruction de ces régions. M. Wafou a évoqué le ministre Tasson. Son rôle, c'était quoi? Il a de la ressource qui lui permet de faire cette reconstruction du Nozo. Non, mais c'était 120 milliards de francs CFA pour le compte de l'exercice 2020. Et justement, l'honorable demande qu'on lui dise d'abord, qu'on dise à la représentation nationale d'abord ce qu'on a fait de ces 120 millions de francs, de ces 120 milliards de francs CFA pour l'augmenter à près de 10 milliards de francs CFA. Et contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Wafo, Monsieur Wafo, il y a des choses que vous devez absolument savoir. C'est que le budget programme est pluriannuel. Le budget programme est pluriannuel. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Non, le budget programme, monsieur Wafo, est pluriannuel. Bon. Premièrement, laissez-moi parler, vous voulez me perturber? Non, vous avez la parole. Laissez-moi parler. Allez-y. Le budget programme est pluriannuel, vous devez le savoir. Deuxièmement, le budget programme est sorti du paradigme du budget des moyens. Parce qu'avant, les gens, dans le budget des moyens, les gens s'intéressaient davantage à l'enveloppe, aux moyens disponibles. Monsieur Mboutouna. Mais dans le cadre du budget programme, il faut davantage s'intéresser aux actions. C'est ça le plus important. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on invite des gens de l'opposition à la télé pour parler du budget, ils s'intéressent toujours à l'enveloppe. On a donné ci, on a donné ça, on a ajouté ça. Est-ce que vous avez lu ce budget? On a retranché ça. Dans le budget, il y a les actions à engager, il y a les actions à engager et il y a les crédits de paiement. On ne s'intéresse jamais. Alors, pour la reconstruction et la réhabilitation, les actions à engager, c'est équivalent. Je ne voudrais pas. Crédit de paiement. Je vous en prie, monsieur Wafo, je ne voudrais pas. Alors, la position. Je ne voudrais pas vous perturber parce que. L'analyse de Joseph René a été bien comprise. Pour qu'on puisse permettre. Oui, en quelques mots. Voilà, je dis que j'invite l'opposition à davantage s'intéresser aux activités, aux actions, à ce que les cas comptent mener dans un exercice budgétaire que de s'intéresser aux éventuelles augmentations, que de s'intéresser à l'enveloppe, parce que nous sommes dans un paradigme de budget programme aujourd'hui. Après vous, Joseph René, Maître Simon-Serge Kakac, sur cette répartition du budget pour l'année 2021, 130 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, la restructuration, les investissements de l'État, mais dans les actions inscrites dans ce projet de loi des finances, il n'y a aucune indication précise sur l'enveloppe allouée pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que c'est une mesure de prudence de la part du gouvernement compte tenu de la situation sécuritaire? Quel est votre point de vue sur cette question? Bon, je dis que j'ai suivi ce que mes copanélistes ont dit sur la question tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais vous faire observer, c'est qu'avant de répondre spécifiquement à votre question, c'est que lorsqu'on parle de budget, il faut savoir qu'au niveau de la politique budgétaire de la nation, nous avons substantiellement évolué. Et sur ce point, je rejoins un peu Joseph René Mboutouze quand il parle de ce passage qui a été négocié entre le budget des moyens et le budget programme. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Lorsqu'aujourd'hui on vote un budget, on doit définir des objectifs.
Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si ce comité siège encore, j'ai eu le privilège d'y prendre part il y a 2 ou 3 ans. Il y avait un comité qui siégeait, je crois, au mois de juillet, qu'on appelle souvent comité interministériel d'examen des programmes. Ça veut dire le directeur général du budget fait venir les responsables, les spécialistes des questions budgétaires des autres administrations pour que chaque administration vienne présenter les programmes de son ministère. Donc on arrête d'abord un certain nombre de programmes avant de passer à l'examen du budget. Donc en réalité, moi je pense de mon point de vue que ce qui aurait été plus loisible, c'est que le budget qu'on vient de voter, la loi de finances qu'on vient de voter, tienne compte d'un certain nombre d'objectifs. Et si nous nous plaçons sous cet angle-là, je pense que effectivement, le problème de la crise ou bien la reconstruction de la région du Nozo devait être primordial. On devait clairement dire dans l'enveloppe globale ce qui est réservé à la reconstruction. Parce qu'en réalité, la reconstruction du Nozo fait partie de ce qu'on avait appelé il y a 1 an et demi, une recommandation du grand dialogue national. Donc aujourd'hui, quand l'Assemblée nationale doit tabler sur le budget de l'État, on doit de manière spécifique dire à l'opinion publique nationale et internationale ce qui est consacré à la reconstruction de nos eaux. Parce que de mon point de vue, ça doit être un objectif primordial. Donc c'est pour ça que rester dans la vacuité en parlant de 130 milliards pour la reconstruction, la réhabilitation et les diverses interventions de l'État dans le secteur des investissements, je pense que c'est vague. Il faut qu'on spécifie, qu'on dise clairement ce qu'on compte faire pour la reconstruction de nos eaux. Parce que de notre point de vue, pour qu'on ramène la paix aujourd'hui dans ces 2 régions, il faut vraiment qu'on pose des actes, qu'on accomplit, qu'on essaie de mener des actions qui rassurent les populations dans le domaine de la reconstruction. Je pense que c'est un préalable. Maintenant, ce que j'aimerais également faire observer, parce que lorsque tout à l'heure j'ai suivi Jean-Robert Wafo, par rapport à ce qu'a fait observer l'honorable député Nietzsche, je pense que là également, j'ai eu l'impression que lorsque nous faisons le décryptage du budget qui vient d'être voté, on ne s'est pas comporté comme dans une logique de budget programme. On s'est comporté comme si c'était juste un budget de moyens. Parce qu'en réalité, il faut que les gens comprennent. Nous sommes passés du budget de moyens au budget programme. Cela veut dire quoi? Dans le budget de moyens, on s'intéressait d'abord à l'enveloppe. Donc chaque administration venait négocier son enveloppe. C'est à partir de l'enveloppe qu'on voyait donc maintenant ce qu'on va faire avec l'argent. Mais pour rationaliser la gouvernance budgétaire, on est passé, je crois, depuis 2007, c'était sous le ministre Simi Meigné, et cela a été véritablement matérialisé par le ministre des Finances, Alamine Ousmane. Nous sommes passés du budget de moyens au budget programme. Budget programme veut dire que vous définissez les objectifs. Donc, c'est à partir des objectifs qu'on vous alloue une enveloppe. Mais lorsque nous décryptons ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, on a le sentiment et même la conviction que nous ne sommes pas sortis de la posture de budget de moyens. On s'est comporté là comme si on était encore dans le budget de moyens où on va voter les enveloppes pour les administrations et on verra par la suite ce qu'on va faire avec cet argent. Alors, les députés de l'opposition, Maître Simon Siège-Kaka, ont été très attentifs à certains postes de dépenses, notamment le carburant et lubrifiant qui passe de 31 milliards en 2020 à 35 milliards en 2021. Les frais de représentation, de mission, de réception des cérémonies passent de 58 milliards à près de 70 milliards de francs CFA, environ 12 milliards d'augmentation. Est-ce que, selon vous, au regard de la situation économique du Cameroun et des défis qui attendent le pays en 2021, un pays qui traverse une crise économique, une crise sanitaire, ces dépenses s'expliquent? Non, écoutez, je vais vous répondre de manière péremptoire en vous faisant observer que ce que vous venez de dire là a toujours constitué la principale pomme de discorde entre le gouvernement de la République du Cameroun et les institutions de Bretton Woods. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle par exemple des frais de carburant qui connaissent une augmentation de 4 milliards, cela pose un autre problème. Ça pose un problème de subvention de carburant. Et c'est ça qui justifie la grosse dette de l'État envers la Sonara. Parce qu'en réalité, c'est la Sonara qui en pâtit. Et le Fonds monétaire international s'est toujours levé contre cette pratique de subvention qui devient plutôt, j'allais dire, une situation budgétivore pour le pays. Le Cameroun aujourd'hui est confronté à une kyrielle de crise. Nous devons régler les crises sécuritaires, nous devons régler la crise sanitaire, nous devons régler le problème de la décentralisation. C'est des objectifs qui, de mon point de vue, devaient être primordiaux. Mais malheureusement, lorsque nous décryptons le budget qui vient d'être voté,
on a l'impression qu'en réalité, les gouvernants, nos gouvernants, sont toujours dans la même posture, une posture budgétivore qui leur permet, qui leur donne la possibilité de s'engraisser sur les trésors publics. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, je pense de mon point de vue, que ce soit les frais de représentation qui connaissent une augmentation de 12 milliards, c'est-à-dire c'est passé de 58 milliards à 70 milliards, que ce soit les frais de carburant, pour moi, en réalité, c'est des méthodes qui montrent que notre gouvernement n'est pas dans la posture de sortir de sa logique budgétivore. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous avons des crises que nous devons régler, nous avons des préoccupations qui, de mon point de vue, sont prioritaires. Et je reviens encore sur la question de la décentralisation. Je pense que nous allons en parler tout à l'heure. Mais j'ai le sentiment, lorsque nous regardons ce qui vient de se passer avec ce budget, que nos gouvernements ne sont pas dans cette logique. Après vous, Edmond Kamdia, sur l'élaboration de ce budget, les dépenses pour les frais de représentation, de cérémonie et de réception qui sont passés de 58 à 70 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12 milliards. C'est supérieur au budget du ministère des Affaires sociales. C'est 3 fois le budget de l'Assemblée nationale et bien plus important que le budget du ministère de l'Administration territoriale. Comment expliquer une telle situation ? Avant de reprendre cette question, Cédric Mufele, je voudrais d'abord rectifier une chose qui a été dite ici sur ce plateau par un panéliste, notamment le militant du RDPC, qui, je suis sûr que les téléspectateurs eux-mêmes ont été surpris d'apprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a effectivement, depuis 3 ans, une guerre entre les forces de défense et de sécurité et des groupes armés séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je dis bien depuis 3 ans. Et cette guerre a été déclenchée par une déclaration du président de la République, Paul Biya. C'est important de le souligner. Parce que ce qui se passe... A été déclaré. Oui. C'est Paul Biya qui a dit comment, où, c'était... C'est Paul Biya qui a déclaré la guerre dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était en novembre 2017. Oui, il a dit quoi? Mais vous ne suivez pas les informations. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous en prie, Joseph René, permettez. Non, c'était... Non, parce que permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il fait des accusations. Vous allez réagir après. Okay. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Immédiatement après. Edmond Kamdia, vous avez la parole. Je voudrais dire à M. Mboutouzé qu'il me permette, quand j'ai la parole, de dérouler calmement et sereinement. Parce que lorsqu'il a la parole, je n'interviens pas. Si on s'entend là-dessus, on va avancer. Oui, allons-y. Et j'ai dit, il y a effectivement une guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. On a vu des généraux se succéder sur le terrain. Je ne vais pas citer des noms. Avec des bataillons. Il y a des morts dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis 3 ans. Et parmi ces morts, il y a les soldats, des forces de défense et de sécurité. Parmi ces morts, il y a les populations, les femmes, les enfants, les vieillards. Parmi ces morts, il y a les ambassadeurs. Vous ne pouvez pas, en 2020, faire croire aux Camerounais ou à la communauté internationale qu'il n'y a pas une guerre au Cameroun. Alors que même le gouvernement sait qu'il y a la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Au départ, c'était une crise qu'on appelait la crise anglophone, qui avait commencé en octobre 2016, mais qui s'est transformée 1 an après par une véritable guerre, qui a eu des conséquences par la suite, à telle enseigne que le premier chef du gouvernement, John Gouté, a déclaré ces zones sinistrées. Économiquement. Non, fiscalement sinistré. Il a dit. Donc, ce rectificatif était important pour avancer. Parce qu'il faut qu'on sache de quoi nous parlons. Il y a une crise anglophone, il y a une guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Chaque fois qu'il faut parler de la crise anglophone ou de la préoccupation majeure aujourd'hui, où il y a des morts d'hommes, y compris des soldats. Mais si des soldats meurent sur le terrain, vous pensez qu'ils sont allés s'amuser dans le Nord-Ouest, ils sont allés s'amuser à Bamenda, ils sont allés s'amuser à Boya et dans toutes ces régions-là, dans la guerre contre les séparatistes? Non, c'est la guerre. Et la guerre fait du mal au Cameroun. C'est pour cela que nous avons toujours invité tous les acteurs concernés à rechercher les voies et moyens pacifiques pour mettre fin à cette guerre. Je tenais à le dire avant d'avancer. Oui. Je n'ai pas encore répondu à la question. Non, mais là, Joseph René, permettez qu'il puisse s'exprimer. Vous allez réagir après. Je vous en prie, souffrez de l'écouter. Edmond Kamdia, allez-y. Je conviens avec les autres panélistes
sur le fait que l'augmentation des frais, en ce qui concerne les frais de représentation, les frais d'émission et les frais de carburant, qui ont véritablement augmenté dans un contexte de crise économique, de crise financière profonde, qui a des conséquences, avec ce que nous connaissons comme la crise sanitaire en plus, montre que ceux qui ont préparé ce projet de loi n'aiment pas le Cameroun, n'aiment pas les Camerounais, n'ont pas tenu compte de la réalité du vécu des Camerounais, vécu au quotidien dans toutes les régions du Cameroun et en particulier dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord et de l'est, qui, il faut le dire aujourd'hui, est dans une situation fragile, de plus en plus fragile, et qui pourrait vivre ce que nous connaissons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous pensons que la réaction des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, en ce qui concerne les critiques et observations qu'ils ont essayé de faire, parce que certains, comme Jean-Michel Ninche du SDF, ont été interrompus. Cabral Libier a eu l'occasion de formuler quelque chose. Nous pensons que leurs observations sont bonnes et montrent qu'en réalité, ils ont compris le rôle qui est le leur à l'Assemblée nationale. Et nous regrettons, une fois de plus, lorsque j'ai écouté le militant du RDPC sur ce plateau, qui a affirmé que la majorité, c'est la dictature, que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Je ne partage pas entièrement son propos. Parce que dans des pays civilisés, même lorsque vous avez la majorité au Parlement, même lorsque vous avez la majorité au terme des élections, même si vous avez une majorité obèse, ce qui montre qu'il y a quelque chose d'humain en vous lorsque vous avez gagné les élections. C'est de tendre la main à la minorité. C'est d'écouter les voix dissidentes. C'est d'écouter les formations politiques qui ne pèsent pas. De prendre en compte leurs opinions, leurs avis, lorsqu'ils sont pertinents, pour faire en sorte que l'adoption et l'application future de cette loi de finances ne va pas nuire au bien-être des populations. Après vous, Edmond Kamkia, Maître Roland, lorsqu'on observe cette élaboration du budget, il y a cette volonté des députés PCRN-SDF, ils ont appelé à un renvoi du budget pour examiner à nouveau ces incongruités qui ont été relevées, mais le projet de loi a été adopté en l'état au Parlement avec ces différents points et points d'ombre qui ont été relevés. Comment vous appréciez cette attitude des parlementaires? D'abord, il faut commencer par indiquer que les parlementaires cités sont pleinement dans leur rôle. Et ce n'est pas simplement une question de point de vue. Il faut signaler, et je crois que c'est le député du SDF, l'honorable Nietzsche, qui l'a souligné, il y a eu même une violation de la loi dès lors que ce projet de budget est arrivé à l'Assemblée nationale, je crois 13 jours après le début de la session. Ce projet devait arriver à l'Assemblée 15 jours au plus tard avant le début de la session. Donc sur la simple forme, sur le plan de la simple forme, on n'avait même pas besoin d'examiner ce budget au fond pour trouver qu'il est incohérent. On aurait dû le retoquer dès l'entrée. Premier point. Deuxième point. Vous me permettrez de me servir des échanges qui ont eu lieu précédemment pour montrer à mes chers compatriotes, aux Camerounais, quelle est la conception que se fait ceux qui aujourd'hui président par effraction aux destinées de notre pays. Quelle est la conception qu'ils ont de la démocratie? Pour eux, en fait, ils ne conçoivent rien sans que cela ne puisse ressembler à la dictature. Pour eux, même la démocratie, ça doit être une forme de dictature. Et ils appellent ça dictature de la majorité, ce qui est absolument faux. Parce que d'ailleurs, s'il faut qu'on parle de dictature de la majorité, mais de quelle majorité est-ce qu'il s'agit ici? Parce que s'il faut prendre les chiffres, alors, combien sont les Camerounais précisément qui participent au suffrage électoral pouvant permettre à ceux qui perpètrent des hold-up électoraux de s'estimer élus par la majorité? Quelle majorité? Quelle majorité dans un contexte où les élections ne sont pas le reflet de l'opinion publique? Quelle majorité dans un contexte où les règles du jeu électoral sont en fait taillées sur mesure pour permettre à un club qui se maintient au pouvoir depuis la colonisation
de piller impunément le pays. Et je dis piller parce que quand vous regardez effectivement ce budget, vous vous rendez compte que si on est passé du budget de moyens au budget programme, le véritable programme du RDPC, c'est s'empiffrer. Le véritable programme de ce gouvernement, c'est se nourrir, c'est consommer du carburant. Parce que, excusez-moi, je suis tout à fait d'accord avec les développements qui ont été faits précédemment, notamment ceux de Maître Kakak, qui précisait la notion de budget programme. Mais, et je peux me tromper, seulement, ce n'est pas parce qu'on parle de budget programme qu'un programme n'appelle pas des activités et donc des emplois précis avec des ressources allouées. La question principale, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on élabore désormais le budget. Quand on est dans une logique de budget programme, on n'élabore plus le budget seulement sur la base des enveloppes, je suis d'accord avec vous. On élabore le budget sur la base des programmes, c'est-à-dire que ce sont les programmes qui déterminent les enveloppes. On a fait passer l'enveloppe budgétaire non plus au premier plan, mais simplement au second plan. On n'a pas dit qu'elle a disparu. La notion d'enveloppe persiste. C'est d'ailleurs pour ça que le budget est toujours présenté en ces rubriques-là. On présente encore le budget en indiquant quelle est la part qui sera réservée, par exemple, au fonctionnement, à l'Assemblée nationale, dans les ministères, etc. Donc, là, ce qui a véritablement changé dans le paradigme, c'est qu'on invite les acteurs qui participent à l'élaboration du budget à présenter d'abord des programmes, des objectifs, avant d'indiquer quels seront les moyens qui seront affectés à l'accomplissement ou à la réalisation de ces programmes ou objectifs. Cela, non, laisse toujours la possibilité, notamment aux élus, à la représentation nationale qui a une compétence précise en matière budgétaire, de scruter, d'analyser. Si on est obligé de constater qu'en fait de programme, on est sur notre fin, il va quand même rester à ces parlementaires-là d'analyser les enveloppes qui ont été proposées, parce que c'est quand même de ça qu'il est question, c'est ça qui va être adopté une fois que la relecture sera faite au Sénat, promulguée. Donc, il est question que l'on ne soit pas dans cette sorte d'écran de fumée, que le gouvernement et le parti RDPC qui en est à la base aiment souvent jeter à la face de l'opinion publique en convoquant des concepts alors qu'eux-mêmes ne les maîtrisent pas forcément. Je voudrais aussi faire une précision sur la notion de maintien de l'ordre renforcé. Ce n'est pas par hasard qu'on parle d'une part de force de maintien de l'ordre et d'autre part de force de défense et de sécurité. Quand on parle de défense, alors il s'agit de cette force-là qui est mise en mouvement au sein de l'État pour répondre à une agression. Si vous lisez l'agression en droit international d'un auteur que vous n'aimez pas beaucoup, je vais citer le professeur Maurice Kamto, vous allez comprendre ce qu'on appelle l'agression en droit international. Donc, les forces de défense, c'est lorsqu'il y a une agression. Lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public, lorsque l'ordre est menacé, on parle de maintien de l'ordre. Et c'est précisément pour ça que les forces armées, qui est un terme plus générique, sont différenciées. On peut partir de la police municipale qui ne dispose pas des mêmes moyens que les forces classiques, à la police, puis à la gendarmerie, puis à l'armée régulière et aux forces spéciales. Cette catégorisation est fonction précisément des objectifs. Donc, le propre du Cameroun, c'est que on a réussi à tout le temps créer des concepts fumeux pour justifier l'injustifiable. En fait, on fait entrer dans le concept de maintien de l'ordre renforcé une théorie qui s'approche de la défense en situation de guerre sans le dire, sans l'assumer. C'est caractéristique du RDPC et du gouvernement que nous connaissons depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on fait des choses et on ne l'assume pas. C'est de la démocrature. On est dans une dictature, on fait semblant d'être une démocratie, même si ces derniers temps, le semblant ne se fait plus vraiment. Ce gouvernement affiche de plus en plus sa vraie nature. Il n'y a qu'à regarder les différentes violations flagrantes des droits de l'homme auxquelles nous pouvons assister et la régression
la régression de l'état de droit. Aussi, j'aimerais terminer sur la question du budget en indiquant que on ne peut pas être dans un pays qui connaît toutes ces crises diverses et multiformes, ajoutées à la crise sanitaire renforcée par le Covid-19 et ne pas penser à réduire le train de vie de l'État. Les budgets de représentation, de carburant, de séminaires, etc., dont il est question, sont en fait liés au train de vie de l'État. Si c'était un budget programme, M. Mboutouzé, peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait un programme spécifiquement destiné à informer les Camerounais de ce que le train de vie de l'État est réduit. Et donc, on aurait eu non pas une enveloppe budgétaire qui s'accroît, mais plutôt qui se restreint. Surtout qu'il y a d'autres priorités. Et je crois que quand on parlera de la crise sanitaire tout à l'heure, on pourra peut-être toucher du doigt les points sur lesquels on peut faire mieux que simplement dépenser du carburant. Donc, au bénéfice de ce qui précède, j'aimerais simplement indiquer que ce budget, comme d'autres, participe de la logique générale du gouvernement qui est celle de la navigation à vue. On est passé de plusieurs slogans, DECE, budget programme. Aujourd'hui, on est à la stratégie nationale de développement, etc. Mais dans le fond, on se demande toujours où est-ce que nous amènent ceux qui, par effraction, ont les commandes de notre pays entre leurs mains. Après vous, Roland Dio, Joseph René Mboutouzé, sur cette dépense pour le carburant, pour les frais de cérémonie, de représentation, est-ce que c'est le plus important dans un contexte où un pays fait face à un conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions économiquement sinistrées, plus celle de l'extrême nord, elle aussi sinistrée du fait de la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram, et un niveau de vie des populations qui se dégrade au fil des années avec une crise sanitaire ayant eu un impact sur l'emploi. Faut-il augmenter le budget pour le carburant, pour les frais de cérémonie, ou alors s'intéresser davantage aux conditions de vie des populations? Oui, c'est que je remarque que vous revenez avec insistance pour dire qu'il y a une lutte armée dans le nord-ouest. Cette façon vicieuse ne peut pas m'impressionner parce que je vous ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une guerre qui oppose, je ne sais pas, l'armée camerounaise à qui au sud-ouest ou au nord-ouest. Donc vous revenez avec insistance me poser la question là-dessus. Et je voudrais dire que j'ai suivi de façon stupéfiante ici Edmond dire que le président Paul Biya a déclaré la guerre. Lorsqu'un chef d'État déclare une guerre, il déclare une guerre contre un État. Je ne sais pas si un président de la République peut déclarer une guerre en interne, parce que là, il faut faire un peu... Moi, je ne sais pas, vous dites que le président Paul Biya a déclaré la guerre à qui? Puisque si vous reconnaissez un État que vous appelez l'Ambazonie, le président Paul Biya ne reconnaît pas un État qu'on appelle l'Ambazonie. Si l'Ambazonie était donc quelque chose d'effectif, de réel, alors là, on aurait pu déclarer la guerre contre l'Ambazonie. Mais on sait qu'il y a des velléités sécessionnistes, comme dans beaucoup de pays dans le monde entier. Et lorsque les actions sécessionnistes s'accompagnent des actions de terrorisme, alors l'État peut utiliser les forces de défense pour maintenir la paix dans ces régions-là. Et c'est pour cela que les militaires, les gendarmes et les policiers peuvent donc se retrouver dans cette guerre, parce que j'ai bien dit, peut-être que monsieur Séou Diéou a une mémoire sélective, j'ai bien dit que lorsque les gens qui posent des actes de trouble utilisent des armes de guerre, alors pour faire le maintien de l'ordre, il faut aussi des forces qui peuvent les empêcher à utiliser des armes de guerre contre les populations. Le Cameroun n'est pas le premier pays où il y a du terrorisme sécessionniste. Donc voilà. Donc je voudrais demander à M. Kamga vraiment de retirer ce genre de paroles, parce que si beaucoup de gens estiment que Equinox a souvent des positions qui ne sont pas acceptables, institutionnellement acceptables et de façon républicaine, c'est parce qu'on peut autoriser que des gens disent tiens, ce genre de propos. Vous ne pouvez pas dire que le président de la République a déclaré la guerre. À qui? En 2017.
C'est suffisamment grave et je ne peux pas laisser passer ça. Il fallait que je le dise, que je le dénonce. Bon, voilà. Lorsque j'ai dit ceci, je voudrais dire que, au lieu que nous venons nous asseoir là, de façon aérienne et théorique, dire des choses même dans des domaines qu'on ne maîtrise pas assez, il faudrait que le discours que nous tenons ici tous les dimanches puisse aider les Camerounais qui nous suivent. Voilà. Parce que quand Dieu parle de budget programme, je ne sais même pas en réalité. Il semble qu'il est avocat. Je ne sais pas si pendant qu'il s'occupe des dossiers de ses clients et tout ça, il a aussi le temps. Joseph René, je vous en prie, allons Non, droit. Quand il parlait là, je suis le modérateur de ce plateau, messieurs. Joseph René. Laissez-moi. Joseph René Monsieur Mboutouzé a pris du temps. Joseph René Mboutouzé, intéressons-nous aux questions de fond. Ah, lui ne sait pas aux questions de fond. Hein. Il s'est exprimé sur ce que signifie le budget programme selon ses explications. Est-ce qu'on lui a demandé ce et vous, il n'a même pas dit. Vous avez également, je vous en prie, vous également avez donné une explication sur ce propos alors qu'il ne nous avait pas été posé la question précise dessus. Vous avez estimé que c'était un élément qui pouvait enrichir le débat. Alors, dans ce débat que nous sommes en train d'organiser, je vous ai posé la question sur l'augmentation des frais de carburant et des frais de représentation et des frais utilisés pour organiser des cérémonies au Cameroun. Cette augmentation est-elle nécessaire au regard des conditions de vie des Camerounais qui croupissent dans la misère, dans la pauvreté, du fait de la crise économique, de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, là où il y a un conflit armé selon les Nations Unies, du fait également de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour vous, faut-il augmenter les frais de carburant et les frais de représentation et de cérémonie dans ce contexte? Oui, monsieur Noufélé, vous avez posé la question. Et la question est tellement longue parce que vous justifiez déjà la position par rapport à cette question. Lorsque vous évoquez malgré ci, malgré ça, ça veut dire que vous avez déjà à vous une réponse à la question. Et ce qui vous intéresse, c'est de vouloir m'imposer à répondre suivant ce que vous, monsieur Noufélé, vous pensez. Vous ne faites pas de procès d'intention. On pose une question parce que vous ne me laissez pas parler. Vous avez la possibilité de parler. Non, vous voulez que je dise oui. Je ne suis pas là pour avoir un point de vue. Je suis modérateur, je suis journaliste. Je vous pose des questions précises et j'évoque un contexte dans lequel la question intervient. C'est une question d'actualité. Oui, vous êtes libre de répondre, de donner votre point de vue. Je vous en prie. Allez-y. Je suis libre de répondre et je réponds. Mais je ne suis pas tenu à répondre comme vous voulez. Vous voulez qu'elle dise oui ou non? C'est une question ouverte dont je dois dire oui ou non. Non, ce n'est pas comme ça qu'on répond à ce genre de questions. Vous ne pouvez pas vouloir me l'imposer. Je suis en train de vous dire, lorsque vous parlez d'augmentation des dépenses budgétaires, nous devons rentrer donc dans le concept qui est celui du budget programme. Maintenant, ces frais de représentation, qu'est-ce qu'il faudra en faire? Voilà. Par rapport à l'année passée, ces frais de représentation devaient financer quoi? Donc vous devez commencer, vous monsieur le journaliste, à rentrer dans le budget de 2020, dire que les frais de représentation de 2020 étaient de ceci parce que ça devait financer telle action, d'une part. Vous revenez maintenant dire qu'en 2021, il y a une augmentation, et cette augmentation, le gouvernement FDPC qui a fait cette augmentation, justifie cela parce que ça devrait financer ça. Vous comprenez? Voilà comment un débat de cet ordre devrait être fait. Mais vous ne l'avez pas sur des enveloppes, sur des chiffres. Dit que l'année passée, on a eu ci, et cette année, il y a ci. Ça veut dire, comme M. Djewa dit, qu'on tente de faire des détournements de biens publics. Non, ce n'est pas ça. Je voudrais dire, M. Noufélé, lorsqu'il y a une augmentation d'une enveloppe dans un chapitre de dépenses précis, nous devons d'abord chercher à savoir pour qu'est-ce que tout ça sera financé. S'il faut parler de l'année 2020 par rapport à l'année 2021, je vais évoquer un petit pan pour ce qui est des frais de représentation. Nous savons que le Cameroun va abriter un événement international qui est le Chan dès le mois de janvier. Il y a déjà cet élément qui peut faire en sorte que les frais de représentation, de réception puissent augmenter. Puisque le Cameroun va accueillir des délégations, va recevoir des étrangers
au Cameroun en 2021. Ça peut justifier une augmentation des dépenses de représentation et de réception. Deuxièmement, est-ce que vous avez interrogé l'activité du Cameroun sur le plan international? Est-ce que vous avez interrogé qu'est-ce que le Cameroun? Parce qu'il faut toujours aller chercher à la source où est-ce qu'on va affecter ces frais de réception et ces frais de représentation. Et c'est sur le plan diplomatique. Vous avez pris le temps de regarder si le Cameroun devrait se faire représenter plus qu'en 2020 sur la scène politique internationale. Est-ce que vous vous êtes renseigné? Vous avez pris le temps de faire ces recherches? Troisièmement, vous savez que lorsqu'on parle de représentation, cela renvoie à l'image. Lorsqu'on paye les frais de représentation à quelqu'un, ce n'est pas pour que vous les utilisez pour vous, c'est parce que vous représentez soit votre famille ou votre entreprise ou alors votre pays. Voilà, alors c'est la conscience de cette image qui fait donc en sorte que le Cameroun ait besoin d'engager des frais de représentation. Et cela va dans l'activité diplomatique du Cameroun, dans les grands événements internationaux que le Cameroun doit organiser, dans les grands événements que le Cameroun peut avoir à organiser en 2021 et qui nécessiterait que nous ayons des étrangers qui viennent au Cameroun pour que ces dépenses soient effectuées. C'est comme ça, c'est cette analyse-là qu'il faut faire d'une augmentation des dépenses budgétaires. On ne fait pas une analyse comparée simplement entre ce qui le montant qu'on a alloué en 2020 et le montant qu'on alloue en 2021. Cette façon simpliste-là ne peut pas être acceptée. Et pour chuter, lorsqu'on est dans des problématiques budgétaires, voilà, moi je voudrais que, puisque l'opposition ne peut pas pour le moment décider du budget du Cameroun, parce que le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale, n'en est déplaise. Tout ce que l'opposition devrait faire, c'est que lorsque le budget est voté, il y a un triptyque qui devrait les intéresser. Première chose, ce qu'on appelle l'imputabilité. Est-ce qu'ils doivent regarder qui sont les responsables de la gestion de ce budget et comment ils vont se comporter tout au long de l'année 2020 lorsque ce budget devra être exécuté. La deuxième chose, c'est des problématiques de reddition des comptes. Est-ce que nous avions suffisamment d'éléments qui devraient contraindre les exécutants de ce budget à pouvoir rendre compte au peuple? Voilà, ce sont ces positions de pression que l'opposition devrait organiser. Et la troisième chose, est-ce qu'en fin de compte, les objectifs qui ont été fixés en amont pour pouvoir voter ce budget ont été atteints en fin de compte? Parce que s'ils s'arrêtent sur que non, on n'aurait pas dû donner si, ils ne peuvent rien changer. Ils ne peuvent pas changer. Par contre, ce qu'ils peuvent modifier, c'est le comportement des acteurs qui utilisent ou alors qui mettent en œuvre ce budget de manière à le faire pour que les objectifs qui ont été fixés pour ce budget-là soient atteints. Alors, j'aimerais préciser, Joseph René Mboutozé, sur Equinox Télévision, il n'y a pas de parti pris pour un groupe politique ou autre groupe de pression. Nous sommes une chaîne républicaine et indépendante. Nous donnons la parole à tous les acteurs politiques et sur la question de la crise anglophone, tous les acteurs qui comptent au Cameroun donnent leur point de vue. Et en novembre 2017, le président de la République à l'aéroport a déclaré la guerre contre les groupes armés séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest qui avaient déjà commis des actes terroristes contre les forces armées. Et c'est ce qu'il a déclaré lorsqu'il est revenu d'un voyage à l'étranger. Alors après cette précision, Jean-Robert Wafo, sur les analyses qui viennent d'être faites par ce militant du RDPC, qu'est-ce que vous en pensez concrètement sur la gestion du budget et sur l'attitude que devrait avoir l'opposition vis-à-vis de la majorité obèse du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale? D'abord, à la suite de la précision que vous venez de faire relativement à la déclaration de la guerre, j'aimerais dire que le président de la République revenait d'un voyage d'Abidjan. C'était pour apporter de l'autre. Et c'était à l'aéroport de Simalène.
C'est la opposition malienne qu'il a fait cette déclaration. Il a déclaré la guerre contre le les séparatistes. Parce qu'il a déclaré guerre contre le Nozo. Je vous en prie, la précision a été faite, Joseph Je René. vous ai écouté donc religieusement développer votre phraseologie. Il n'est pas Je n'ai capable. rien dit. Il n'est pas capable. Deuxième chose, mais quand il dit qu'il n'y a pas de guerre, mais écoutez, c'est le cyclone qui a causé ces dégâts que nous on observe là-bas. 3000 morts, le tissu économique en lambeaux, avec plus de 600 000 réfugiés, 600 000 déplacés internes. Donc c'est un cyclone qui est venu les ravager. Non, il y a bien la guerre là-bas, dans le nord-ouest. Et c'est ce genre de discours. Quand vous tenez ce genre de discours, vous radicalisez ceux qui sont encore, ceux qui veulent encore, qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas enclins à la sécession. Vous les radicalisez parce qu'ils se disent, mais est-ce que ceux-là savent, est-ce qu'ils comprennent même ce que nous sommes en train de vivre ici? Comment peuvent-ils mépriser ce qu'il y a ici? Il faut faire très attention. Et puis ce que je veux dire, contrairement à ce que vous avez dit par rapport au DDR, quand vous dites que le SDF ne veut pas qu'on déploie de l'argent là-bas, non, de moi là-bas, non. Si vous avez lu la question, l'intégralité de la question préalable de Noam Nietzsche, il a parlé du DDR. Il a dit que le budget du DDR, qui est de 3,499 milliards, est peu, que c'est insuffisant. Parce que le DDR, c'est pas seulement... c'est trois régions. C'est l'extrême nord, c'est le nord-ouest et c'est le sud-ouest. Effectivement. Et il a dit que sur ces 3,400, donc près de 3 milliards 500 millions de francs CFA, il n'y a que 600 millions de francs CFA qui, en fait, sont affectés à la démobilisation et à la réintégration des ex-combattants. Il a dit, il a précisé, et c'est écrit. Et maintenant, quand vous parlez donc du budget programme, c'est 130 milliards de francs CFA, ces réhabilitations, restructurations et ces interventions de l'État, dans des interventions en investissement, c'est le crédit de paiement, c'est l'action qu'on va engager et le crédit de paiement qui va suivre pour le compte de cet exercice. Parce que, M. Mboutou, le grand dialogue a fait des recommandations, parmi lesquelles, pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud, il fallait 3500 milliards de francs CFA. C'était 3500 milliards. Et que dans un premier temps, l'exercice qui suivait, il fallait débloquer au minimum 10%, dont 350 milliards de francs CFA. Mais malheureusement, en 2020, on a débloqué 120 milliards de francs CFA seulement. On ne sait pas ce qu'on a fait de ça. Parce que les 120 milliards de francs CFA, c'est pour la réhabilitation, et la reconstruction ainsi que les interventions en investissement sur tout le territoire national. La fraction du NOZO n'est pas déterminée. Donc, ce n'est pas une question de budget programme. Il faut faire très attention. Maintenant, pour revenir à votre question, monsieur Chérin, les gens veulent justifier l'injustifiable et défendre l'indéfendable. Les frais de réception, de représentation, de cérémonie des fêtes officielles, c'est au Cameroun, ce n'est pas ailleurs. Et on sait ce que c'est. C'est les séminaires, c'est les colloques, c'est les frais de bouche. Comme on dit là, c'est les frais de bouche. Qu'est-ce qui peut justifier que en 2020, c'était de 58 milliards. Le Covid nous frappe. On suspend, on annule les festivités de la fête nationale du 20 mai, du 8 mars et également et plusieurs autres fêtes. Alors qu'on sera encore en plein Covid en 2021. Plutôt que de diminuer cette allocation budgétaire, on augmente de 12 milliards de francs CFA. Mais lui, il est-ce que vous savez l'organisation du Chan et d'autres ça n'a rien à voir, ça c'est un autre budget. Est-ce que pour vous c'est un argument qui tient? C'est un autre budget. Il y a le budget du ministère des Sports, il y a tout ça, il y a tout ça. Et puis il y a ce qu'on appelle les dépenses communes. Allez relire le budget. Il y a ce qu'on appelle les dépenses communes. Donc, ça n'a rien à voir avec les frais de représentation, de réception, des cérémonies, des fêtes officielles. Ça n'a rien à voir. C'est la raison pour laquelle l'honorable dit qu'il s'agit d'un budget jouissif. Parce que les 12 milliards d'augmentation sont supérieurs au budget, par exemple, du ministère des Affaires sociales, qui est de 10 milliards de francs CFA. Quand vous voyez, il y a une émission qui passe sur Equinox Télévision, une grosse émission. Regard social. On voit des Camerounais souffrir.
des maladies terribles, insoutenables. Mais pendant ce temps, plutôt que d'augmenter le budget du ministère des Affaires sociales, on peut faire plutôt aller augmenter donc de 12 milliards les frais de représentation et de réception et de son... Est-ce que vous savez, monsieur Noufélé, on a fait une évaluation. Est-ce que vous savez que les 70 milliards de francs, de francs CFA, cela représente, n'est-ce pas, le budget du ministère de la Justice, de la Cour suprême et du ministère de la Culture, des Arts et de la Culture réunis. Les 70 milliards pour les frais de représentation de cérémonies de fêtes officielles, c'est l'équivalent réuni du budget du ministère de la Justice qui est de 60,7 milliards, du budget de la Cour suprême qui est de 4,130 milliards, du ministère des Arts et de la Culture qui est de 4,725 milliards. Est-ce que vous savez que ces 70 milliards de francs, c'est 7 fois le budget du ministère des Affaires sociales? C'est ce qu'on va consacrer aux frais de représentation, cérémonie, fêtes officielles. Est-ce que vous savez que ce montant, c'est l'équivalent du budget du ministère du Développement, du MINDEVEL, du ministère de la Décentralisation et du Développement local, qui est de 46 milliards, du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui est de 19 milliards, et du ministère du MINCOM réuni, qui est de 4,7 milliards. Pour la représentation, juste pour les fêtes, pour juillet, ce budget qu'on alloue à ça, c'est l'équivalent du budget du ministère de la Décentralisation et du Développement local, celui de l'emploi et de la formation professionnelle et celui du MINCOM. Est-ce que vous savez que ce budget, ces frais de représentation, sont supérieurs au budget du ministère du Commerce et du ministère de l'Économie et du Plan et de l'Aménagement du territoire réunis? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Absolument rien. En réalité, c'est des lignes fourre-tout. C'est des lignes fourre-tout. Donc, c'est des lignes où il y a des retours-commissions. On sait très bien comment ça se passe. Parce que, expliquez-moi pourquoi quand un ministère veut organiser un séminaire ou un colloque, alors que dans chaque ministère, Il y a une salle de conférence. il y a une salle de conférence. Pourquoi on va toujours à l'extérieur le faire? Pourquoi? Alors qu'il y a des salles de conférence qu'il suffit d'aménager. Et quand vous regardez ce budget, parce que ce qui est extrêmement grave, ce budget de 4,865 milliards de francs CFA, il y a d'abord un déficit budgétaire de l'ordre de 661 milliards. Et des charges financières et de trésorerie de près de 820 milliards. Ça fait un total de 1481 milliards de francs CFA. Et le Cameroun et le gouvernement doit pouvoir combler ce déficit budgétaire et parer aux charges financières et de trésorerie à hauteur de 1481 milliards de francs CFA. Ce n'est pas les emprunts qu'ils vont le faire. Ce n'est pas les emprunts. Donc en réalité, on va financer ces fêtes-là par des emprunts. Que vous le voulez ou pas. Parce que quels sont les mécanismes que le gouvernement entend mettre sur pied? Il compte sur les titres sous fonds projet de 703 milliards, sur les émissions de titres publics de 350 milliards, sur les financements bancaires de 102 milliards et sur les appuis budgétaires de 260 milliards. Ça pose problème de la dette. C'est des emprunts. On est obligé d'aller le faire, donc d'aller emprunter de l'argent pour financer notre déficit budgétaire, dont une partie est consacrée aux frais et machin et tout, ainsi que pour parer aux charges financières et de trésorerie. Et ça pose effectivement le problème de la dette au Cameroun. Il faut un grand soir de la dette au Cameroun. Parce que, voyez-vous, la dernière mission du FMI qui est arrivée au Cameroun, qui a travaillé avec le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, donc du Plan et de l'Économie, ils ne se sont pas entendus sur le montant donc sur le niveau de la dette du Cameroun vis-à-vis du Fonds monétaire international. Il y a un gap de 1000 milliards. Parce que le FMI dit, vous êtes à plus de 3000 milliards de francs CFA, mais donc vous êtes à plus de 5000 milliards, mais le gouvernement semble dire que non, c'est pas ça, il y a un gap de 1000 milliards. De 2009 à 2019, la dette du Cameroun s'est accrue de près de 6 000 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette dette? Qu'a-t-on fait avec ces emprunts? Il faut une reddition des comptes. Qu'on nous dise, que le gouvernement dise ce qu'il a fait avec toutes ces dettes contractées de façon, c'est-à-dire de façon démentielle, de façon frénétique, qu'on nous dise. Parce qu'il m'est revenu
D'ailleurs, c'est pas qu'il est revu. Tout le monde sait que pour l'usine de transformation de manioc à Ebolova, ça fait l'objet d'un prêt. L'usine d'abattage des volailles de Kekem, ça fait l'objet d'un prêt. Alors, tout le monde sait qu'on n'a que pour les stades de la CAN ou bien du CHAN, on a emprunté beaucoup d'argent, on parle de près de 2000 milliards de francs CFA. Au-delà de ça dans le cadre des marchés spéciaux. Je dis, il faut un grand soin de la dette parce que le Cameroun, les 1481 milliards de francs CFA, on ira chercher ça comment? On va lever ces fonds-là comment? Quelles sont les garanties que nous avons? Chaque fois au-delà de la question de la dette, Jean-Robert Wafo, j'aimerais avoir la réaction de Maître Simon-Serge Kakac sur la question de la décentralisation. On en parlait en ouverture de cette émission. Selon le député Cabral Libby, dans les annexes du projet de loi des finances, il est prévu 18% du budget, soit 875 milliards de francs CFA. Seulement, le député constate que le ministre des Finances précise que seuls 232 milliards seront mis effectivement à la disposition des collectivités territoriales décentralisées en termes de ressources. 65% vont rester entre les mains de l'État qui estime que les collectivités ne sont pas capables d'organiser certains événements et de remplir certaines missions. Comment appréciez-vous cette répartition? Pour le député PCRN Cabral Libby, c'est une violation des dispositions qui avaient été prises depuis le grand dialogue national et inscrites dans les lois des finances, d'abord en 2020, pour 15% en principe, mais là on parle de 232 milliards de francs CFA. Quel est votre regard sur cette question? Cédric, permettez-moi de le dire ici, sur ce plateau. Lorsque j'ai lu cet aspect des choses, j'ai compris que les députés, notamment RDPC, n'ont pas compris les enjeux de l'heure. Parce qu'en réalité, les questions aujourd'hui de trouver le meilleur stratagème possible pour asseoir notre politique de développement. Et tout le monde sait aujourd'hui que le développement de notre pays doit commencer à l'échelle locale. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais attendent beaucoup de la décentralisation en général et des élections régionales qui vont avoir lieu, enfin qui sont en train d'avoir lieu. Vous comprenez? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde, tous ceux qui comprennent comment fonctionne notre pays, tous ceux qui ont eu les outils pour décrypter notre système de gouvernance, comprennent que le vrai problème que nous avons dans notre pays, c'est la vision que j'appellerais, je ne sais pas, la vision jacobiniste de la gouvernance. Parce qu'en réalité, tout se décide à Yaoundé, dans un ministère, et on prend des décisions qui concernent des régions. Et on se rend compte que ces décisions qu'on prend ne tiennent pas compte des spécificités de chaque région. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, il faut remettre le pouvoir aux élus locaux qui doivent prendre le destin du Cameroun en main. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais attendent beaucoup de choses de la décentralisation. Et pour y parvenir, il faut trouver les moyens. Parce que lorsque les gens vous parlent de la décentralisation territoriale, ce n'est pas la déconcentration. Parce que les gens se comportent comme... À Yaoundé, les gens se comportent comme si, lorsqu'on parle de la décentralisation, c'est la déconcentration. Ce n'est pas ça. Il faut transférer les compétences à l'échelle locale. Il faut donner le pouvoir aux élus locaux de prendre en main le développement de leur région. C'est de ça qu'il est question. Et lorsqu'on parle de transfert de compétences ici, il faut intégrer que ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de ressources financières, ressources matérielles et ressources humaines. Il faut qu'on vote de l'argent, il faut un vrai budget pour accompagner cette politique de décentralisation. Parce que c'est à partir de là que nous allons asseoir la véritable politique de développement de notre pays. Maintenant, ce que j'aimerais également faire observer, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le maire Jean-Robert Wafo lorsqu'il parle du problème de la dette. Parce qu'en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Le pouvoir RDPC, qui est aux affaires depuis plus de 30 ans, nous a installés dans ce qu'on appelle en économie l'économie de la dette, l'économie du surendettement. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays en termes d'investissement, c'est sur fond d'endettement. Nous nous endettons, même pour les petits projets d'1 milliard de francs. Tout à l'heure, celui qui parlait de la CAN, c'est M. Mboutou qui parlait de la CAN. Ce que M. Mboutou ne peut pas dire au peuple camerounais, c'est que tout ce que le pays a réalisé pour l'organisation et du CHAN et de la CAN,
nous sommes endettés. C'est pour ça que lorsque vous faites le décryptage de la loi de finances, pour ne pas dire le budget qui vient d'être adopté, on vous parle de 982 milliards de francs CFA. 982 milliards pour gérer le service de la dette. Il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle le service de la dette. C'est le remboursement. Non, il y a le remboursement d'abord du principal. Il y a les intérêts et puis il y a les commissions. Les commissions. Parce qu'en fait, quand nous remboursons le principal, on appelle le service de la dette. Maintenant, ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est les intérêts. Voilà. Et je vous dis bien que pour l'année qui commence, nous devons rembourser 982 milliards. Posez-vous la question de savoir à quoi ont servi ces 982 milliards. Ce que M. Mboutou ne peut pas vous dire ici sur ce plateau, c'est que pour construire rien que le stade de Japoma et le stade de Lembe, ça a pris 330 milliards. Nous sommes endettés. Ce n'est pas que c'est notre argent. Et il faut rembourser. Mais puisque tout était les faits. Mais le gouvernement estime que l'encours de la dette et le cycle d'endettement est encore viable au Cameroun, que la norme communautaire est de 70% et qu'on serait autour de 37% du PIB. Je vais dire ceci, non. Écoutez, en fait, est-ce que cet argument peut être utilisé pour justifier l'endettement du Cameroun pour financer les projets de développement dans le pays? Ça ne peut pas passer. C'est également là une autre pomme de discorde entre le FMI et le gouvernement de la République du Cameroun. Parce qu'en réalité, de quoi on parle ici, parlant de cette question? On parle des critères de convergence. Vous comprenez? Parce que les critères de convergence nous permettent vraiment d'aller à 70% de notre PIB. Mais la vérité, c'est que au niveau du Fonds monétaire international, on estime qu'on ne sait pas pourquoi on s'endette. Donc le vrai problème, ce n'est pas le problème de l'encours de la dette qui fait problème, mais c'est l'opportunité de la dette. Parce que lorsqu'on parle de la question de la dette, il faut tenir compte de l'encours. Ça veut dire le volume de la dette. On parle du service de la dette. On parle de la charge de la dette. On parle de l'opportunité, l'utilité, l'utilisation de la dette. Dans notre contexte, nous nous endettons même pour faire un puits. Le Cameroun s'endette. Maintenant, donc, je vais chuter Jean-Robert. Montrez-moi un seul projet, un seul projet qui a été financé grâce aux emprunts que le Cameroun a remboursé, qui a généré des bénéfices permettant de faire d'autres investissements. Montrez-moi un seul projet. Ça n'existe pas. Et quand vous parlez de la soutenabilité par rapport au PIB, le PIB du Cameroun est flou et évanescent. C'est flou. Est-ce que nos producteurs agricoles ont déjà vu un seul agent de recensement passer dans leur plantation? Allez vous renseigner. Et puis ce que je vais dire, j'ajoute du lourd, ça c'est pour... Je vous en prie. Prenez ce budget, juste 2 secondes. Prenez ce budget. Le service de la dette, c'est de 982 milliards de francs CFA. C'est supérieur au budget qui seront consacrés à l'enseignement, à la formation et à la recherche, qui est de 685 milliards. La santé, c'est de 192 milliards. Et les infrastructures, c'est de 670 milliards. Donc, le premier poste de dépenses budgétaires, après les dépenses de personnel, c'est le service de la dette. Et vous comptez, et vous croyez qu'on peut se développer avec ça? Qu'on nous dise, c'est-à-dire que la liste des projets qui ont fait l'objet d'un... Mais Jean-Robert Wafo, la liste des créanciers... En mettant en priorité le service de la dette, le Cameroun ne fait pas-t-il bonne mine devant les bailleurs de fonds qui attendent effectivement que le pays puisse pouvoir rembourser la dette qu'il a contractée? Monsieur, nous voulons que le Cameroun investisse dans les secteurs productifs tels que l'agriculture. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent que pour investir dans l'agriculture, il faut des terres. Mais ils ont déjà bradé les terres. Après vous, je vous en prie. L'Institut John Hopkins en quelques mots pour que Joseph le Cameroun a 100 000 hectares de terre. Jean-Robert, à la Chine. Bon, je reconnais que Jean-Robert m'a arraché la parole. Hein, vous savez, il a stoppé, j'allais dire, les développements que j'avais. Mais ce que je voulais faire observer, Cédric, c'est totalement incongru de penser qu'on peut développer un pays comme le nôtre avec un service de la dette placé à pratiquement 1000 milliards de francs et la politique de développement local que nous appelons ici la décentralisation, qu'on met ça à 230 milliards. C'est une congruité inimaginable pour des gens sérieux. Aujourd'hui, il est question de construire notre pays à la base. Et nous avons pensé que pour le construire, il faut remettre le pouvoir aux élus locaux. Et il faut leur donner les moyens. Vous leur donnez 200 milliards pour les 10 régions du Cameroun.
c'est des conneries. Mais pour justifier cela, le gouvernement dit que les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas encore les compétences et les capacités de pouvoir mener certaines missions régaliennes. La vérité se trouve ailleurs. La vérité, c'est que nos gouvernants ne veulent pas sortir de la gestion jacobiniste. Ils veulent tout gérer à partir de Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. Justement, après, pour chuter, moi je pense que non, le peuple ne se pose pas à ce niveau. Le peuple camerounais, là je rejoins M. Mboutou qui dit que le peuple camerounais fait confiance aux élus locaux. Il y a une élection, il y a des élections municipales qui ont eu lieu. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de lire les conseillers régionaux. Ça veut dire que ceux qui sont sortis de là auront la confiance des Camerounais. Les Camerounais veulent que ces gens prennent le destin en main, le destin de notre développement en main. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour donner les moyens financiers à ces gens. Maintenant, il va leur appartenir, au niveau de la région, au niveau des communes, d'organiser des séminaires de formation, par exemple de leurs ressources humaines. Nous sommes d'accord qu'il y a des choses à faire là-bas. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va faire ça de Yaoundé. C'est les mairies, c'est les régions elles-mêmes qui doivent s'organiser. C'est ce que j'ai compris. Joseph Mboutou-René, alors, je vous en prie, Joseph René a la parole. Alors, le fait qu'on dépense près de 1000 milliards pour le service de la dette et à peine 232 milliards pour la décentralisation, alors qu'il était prévu au moins 15% du budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées, pourquoi le gouvernement veut garder tout cet argent pour lui seul? Non, Cédric, lorsque vous prenez un bilan, le bilan a ce qu'on appelle la partie haute et la partie basse. Et dans la partie haute, vous allez toujours voir qu'il y a ce qu'on appelle les actifs et les emprunts. Vous comprenez? Ça veut simplement dire que pour financer des actifs, il faut faire des emprunts. On ne peut pas financer des actifs importants sans faire recours à l'emprunt. Bon, maintenant, on rembourse 900 et poussières de milliards pour la dette. Bon, c'est vrai que cette dette est déjà constituée, la dette intérieure, la dette extérieure, il faut déjà le mentionner. Maintenant, on rembourse ça. Est-ce que nous avions des actifs qui ont été financés à partir de cette dette? Si nous prenons simplement l'exemple que M. Kaka Capri, Maître Kaka Capri, pour ce qui est de l'organisation LACAN, est-ce que nous avions un stade qui a été refait en Fandena à Omnisport, Bepanda? Est-ce que nous avions un stade à Olembe, nous avions ces stades? Est-ce que nous avions un stade qui est pratiquement terminé à Olembe? Nous les avions. Lorsque vous allez dans la zone de Japoma, est-ce que vous avez vu tout ce qui a été construit là comme des voies de circulation, des routes qui ressemblent pratiquement à des autoroutes qu'on voit ailleurs? Ah bon, Voilà. Est-ce que nous les avions? Est-ce que nous avions tout ça? Ces actifs-là, nous les avions. Parce que il ne faut pas parler de l'emprunt sans parler des actifs. Retenez aujourd'hui que pour continuer donc à pouvoir faire de l'emprunt, pour doter le Cameroun de ses actifs, nous devons rembourser ce que nous avions pris. La dette du Cameroun se chiffre à 10 donc, milliards. Donc nous devons rembourser. Et maintenant, ce n'est pas... Montrez-moi un seul. Je vous en prie, Joseph, venez à la parole. Et maintenant, ce n'est pas... on ne s'assoit pas là pour évoquer des émotions. Ce n'est pas des questions du j'aime ou j'aime pas. Nous ne sommes pas là pour aimer ou bien pour ne pas aimer. La réalité, c'est que nous avions un pouvoir d'endettement qui peut nous permettre d'aller à 70% du PIB. Ça, ce sont des réalités d'ordre économique. Ce n'est pas du j'aime ou j'aime pas. Et que le Cameroun, aujourd'hui, est engagé à moins de 40%. Voilà. Quel est le PIB? Donc, ça veut simplement dire, nous connaissons des pays développés qui ont même déjà dépassé le stade de 70%. Par rapport à leur PIB. Non, mais donc, ce n'est pas du j'aime ou j'aime pas. Je vais réagir. Les émotions. Nous sommes dans une émission sérieuse. Laissez-nous les émotions. Allez-y, vous savez parler de l'encours de la dette dans le pays. Le PIB du Cameroun est flou. Je vous en prie, Jean-Robert, il a la parole. Joseph René. Oui, dans certains pays développés comme notamment les États-Unis, vous pouvez vous imaginer combien s'élève l'encours de la dette par rapport au PIB des États-Unis. Est-ce que vous pouvez savoir que les réserves du Trésor américain sont constituées à plus de 70% des ressources de la Chine?
Vous pouvez un peu vous imaginer. Mais ils battent monnaie. Voilà. Vous pouvez vous dire. Quel est le lien que vous voulez faire avec la situation du Cameroun? Le lien que je voudrais faire, c'est que nous avions un potentiel d'endettement qui va à 70%. Quel est d'abord le PIB du Cameroun? Nous n'avions même pas encore. Camerounais. Nous n'avions même pas encore. Nous sommes à peine à la moitié de ce potentiel. Parce que dès qu'on n'a pas un chiffre exact du PIB, de ce potentiel. Jean-Robert, permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on puisse comprendre. Ne peut pas tenir. Jean-Robert, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Oui, Joseph. Il faut que les Camerounais sachent aussi qu'on ne peut pas faire des investissements, on ne peut pas obtenir des actifs importants d'un certain niveau sans faire recours à Mais les institutions financières internationales ont tensé le gouvernement sur les projets structurants immatures qui ont été financés à hauteur des milliards de francs CFA contractés dans les dettes, mais qui n'ont pas permis d'apporter des points au taux de croissance du Cameroun, qui n'ont pas permis de promouvoir une économie inclusive. Ce n'est pas ça exactement la réalité. Lorsque on vote un budget pour un projet, tout le financement n'est pas posé dans un coffre qu'on va aller seulement ramasser pour aller faire des réalisations. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire on vote un budget en dépenses et en recettes. Les recettes peuvent être des emprunts ou bien des recettes des activités de l'État. Pour que cela soit donc suivi, il faudrait exactement donc les recettes qui sont disponibles pour financer la dépense. Et lorsqu'on parle d'un budget programme qui est pluriannuel, ça veut dire que on peut commencer. On peut commencer. Lorsqu'on met, mais vous me laissez parler. Lorsqu'on dit qu'un budget programme est pluriannuel, ça veut dire qu'on ne peut ne pas avoir fait la part de 2020, peut-être parce qu'au courant de l'année, il y a eu des chocs, soit endogènes ou exogènes. Par exemple, en 2020, nous avions eu la crise du Covid, qui a, sur le plan international, a provoqué de la récession, pas seulement au Cameroun. Nous avions eu, ces 3 dernières années, les attaques de Boko Haram, et maintenant la crise, moi je préfère dire la crise, pas la guerre, la crise que nous observons actuellement dans les régions du Nozo. Voilà, ce sont des chocs comme ça qui peuvent faire en sorte que lorsqu'on a fait une planification, lorsque l'État a fait une planification, que cette planification ne soit pas totalement respectée. Parce que j'entends souvent dire, on a choisi de réaliser tel projet dans 5 ans. Ça aurait dû finir l'année passée, mais c'est encore là. Mais sans tenir compte que des ajustements, même en termes de rallonge, peuvent être effectués. Parce qu'au moment où le budget commence à être mis en œuvre, il peut avoir des chocs qui peuvent être des chocs exogènes ou alors des chocs endogènes. Et c'est pour cela, si vous avez lu la circulaire du président de la République à la préparation du budget de 2021, il a dit qu'un accent particulier devra être mis sur pied pour inhiber les effets néfastes sur le bien-être des populations et le tissu économique du Cameroun. Le démarrage effectif de la couverture santé universelle, ça c'est un atout majeur. Voilà, c'est des éléments comme ça que nous devons évoquer lorsque on finit de voter le budget en 2021. La mise en œuvre du plan de construction des régions affectées par la crise, principalement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'organisation de la CAN et de la CHAN, vous savez que la CAN va commencer en janvier 2022 probablement. Ça veut dire que l'essentiel de l'organisation de cette CAN qui aura donc en janvier devra se faire en 2021. Donc il faut regarder tous ces aspects-là. Et pour terminer, le président de la République dit le renforcement de la perspective socio-économique en vue d'améliorer les capacités du pays à faire face aux chocs exogènes. C'est la littérature. Faire face aux chocs exogènes. Nous sommes tous d'accord ici que le Cameroun a donc ces dernières années fait face à des chocs exogènes. Notamment, la Covid, ce n'est pas le Cameroun qui a créé la Covid. Mais la Covid, dans son contexte international, a permis un ralentissement de l'économie à plusieurs égards. Le Cameroun sans... Voilà. Avant la Covid, quelle était la situation? La guerre avec Boko Haram. Avant la guerre contre Boko Haram, quelle était la situation du Cameroun? La guerre avec Boko Haram, ce sont des chocs exogènes. Mais avant ça, il y avait... Voilà. Alors, maintenant, le Cameroun est lié sur le plan économique avec
avec la CEMAC, avec la CEAC, La CAC. la CAC, et vous savez que des perturbations peuvent commencer dans un pays de la CEMAC ou de la CAC et affecter directement l'économie camerounaise. Mais les échanges commerciaux entre le Cameroun et la CAC sont l'ordre de moins de 5%. Le Cameroun commerce beaucoup plus avec les pays pendant la période de confinement, est-ce que vous pouvez savoir que il y a beaucoup d'échanges qui ont été bloqués entre les partenaires camerounais et le Cameroun? Mais les voisins du Cameroun ont demandé justement au pays d'ouvrir ses frontières pour leur permettre d'avoir un peu de nourriture. Dans la CEMAC, c'est le Cameroun les frontières, même dans la CEMAC. Avançons dans ce débat, messieurs. Roland Diouf, sur les explications de Joseph René Mboutouzé pour justifier la situation du Cameroun, l'encours de la dette qui inquiète, et ce service de la dette bien supérieur au financement destiné à plusieurs départements ministériels au Cameroun, départements ministériels stratégiques pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais faire rapide, s'il vous plaît. La première des choses, c'est que je m'inscris complètement en faux vis-à-vis de la proposition de M. Mboutou qui consiste à dire qu'on ne peut pas avoir des infrastructures d'un certain niveau sans dette. C'est absolument faux. Les pays démocratiques obtiennent les infrastructures à travers les IDE, les investissements directs étrangers. Mais ce sont les dettes. C'est ça qu'on appelle la dette. Vous aurez fini, vous me dites. Ah. Et les pays tyranniques s'endettent eux-mêmes pour réaliser ces infrastructures-là. Si vous savez pas ce qu'on appelle les IDE, sachez que par exemple, on peut réaliser une infrastructure d'envergure en Build, Operate and Transfer. L'État qui est bénéficiaire de la dite infrastructure ne sort pas un seul rond, un seul franc, mais bénéficie de l'infrastructure. Pour parler vraiment très simplement, si vous avez un lopin de terre, M. Mboutouzé, sur la plage des Bodjets, vous avez le choix. Vous pouvez aller emprunter 50 millions dans une banque de la place pour réaliser sur ce lopin de terre-là un hôtel en bord de mer. Mais vous pouvez aussi vous entendre avec des partenaires, des investisseurs qui, eux, vont réaliser le dit hôtel. Ils vont l'exploiter pendant une période convenue et à l'issue de la dite période, vous deviendrez propriétaire de ce immeuble. Demandez à n'importe qui vient de suivre l'explication, si dans le cas où c'est l'investisseur qui réalise, vous dépensez un rond. Donc, arrêtez d'enfumer les Camerounais, on peut parfaitement obtenir les infrastructures d'un niveau important sans endettement. Est-ce qu'on ne rembourse Monsieur pas? Mboutou, Monsieur Mboutou. Non, allons même dans le processus là. Est-ce que ça ne conduit pas à la dette? Joseph René, il a la parole. Monsieur Mboutou, pardonnez-moi, mais les presque 1000 milliards d'endettement du Cameroun ne sont pas constitués de BOT. Les presque 1000 milliards du Cameroun, c'est de la dette et c'est pire. Dans le cas du Cameroun, c'est pire. Si je prends 10 000. Pardon, les presque 10 000. 10 000. On a plus de 10 000 milliards. Non, le service de la dette. Ah, vous dites 2021, c'est 1000 milliards. Mais si on rapporte cela aux 10 000 milliards que la Caisse autonome d'amortissement a indiqué comme étant l'endettement du Cameroun, dites-moi quelle est la proportion de cet endettement qui est constitué de Build, Operate and Transfer. Dites-moi, si vous êtes de bonne foi, vous devez vous taire, M. Mboutou, surtout quand les autres ont la parole. J'indique ceci pourquoi. Parce que vous avez par exemple les infrastructures comme le port en eau profonde de Kribi. D'abord sur la sémantique, on vous a dit que c'était un complexe industrialo-portuaire, comme le stade d'Olembe qui est un complexe sportif. Aujourd'hui, on vante la réalisation d'un stade. Mais il faut bien dire aux téléspectateurs qu'un stade et un complexe sportif, c'est deux choses différentes. Un port et un complexe industrialo-portuaire, c'est deux choses différentes. De deux, vous vous endettez auprès de la Chine, qui elle-même vient, avec l'endettement qu'elle vous a consenti, réaliser l'infrastructure. En fait, le prêteur fait un jeu d'écriture dans sa comptabilité, trouve du travail à une entreprise d'ingénierie chinoise, donne la main d'œuvre à des employés chinois pour venir construire une infrastructure à Douala, à Kribi, et vous vous contentez de rembourser la dette en milliers de milliards. Voilà le modèle économique que vous proposez aux Camerounais. Oui, vous avez la majorité obèse pour faire ça, pour endetter les Camerounais de manière inconsidérée, de manière irresponsable, sans qu'on ne puisse véritablement voir ce qu'il y a comme valeur
ajouter. Je termine sur cette considération d'ordre général. Il semble que M. Mboutou n'aime pas beaucoup quand on lui donne le change et il excelle dans les attaques personnelles. Si vous ne l'aviez pas interrompu tout à l'heure, il aurait certainement dit aux téléspectateurs que je n'ai même pas le droit de m'exprimer sur des questions économiques. J'aimerais vous dire que le vrai problème du Cameroun, c'est l'institutionnalisation de la navigation à vue économique. Quelle est l'approche macroéconomique de ce budget? C'est-à-dire quoi? Quels sont les leviers de politique budgétaire sur lesquels ce gouvernement a décidé de baser son programme économique de l'année 2021? Je ne parle pas de levier monétaire, parce que nous savons tous que nous n'avons pas la possibilité de battre monnaie. Et il faut vous garder, M. Mboutou, quand vous voulez comparer les économies, de comparer un pays qui bat sa monnaie, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine, avec un pays comme le Cameroun, qui ne dispose pas d'autonomie monétaire. Mais les pays qui sont dans les mêmes situations que les nôtres ont d'autres outils qu'ils peuvent utiliser. C'est par exemple les banques de développement. Faisons ensemble le bilan de ce qui peut être considéré comme une banque de développement au Cameroun, la banque des PME, mort et enterrée. En tout cas, on n'en entend plus beaucoup parler puisque le capital social est entamé. Je parle du capital social. Les financiers savent que cela veut dire que vous avez été incapable de la moindre gestion orthodoxe. Vous avez l'insertion du Cameroun dans le commerce international. Quelle est la politique de ce gouvernement pour 2021 pour s'insérer avantageusement dans le commerce international? Je pense qu'on va retrouver les mêmes accords inégaux que nous avons signés avec les APE. Quelle est la protection qui est décidée pour le marché intérieur? Comment est-ce qu'on a choisi de saisir les opportunités économiques qui se présentent à nous? Tout à l'heure, vous vouliez parler des échanges avec la CEMAC et la CEAC. Mais si on est un gouvernement stratège, on regarde un peu les proportions. Et donc, si on a environ 5% avec la CEMAC et un volume plus important avec le Nigeria, il vaut peut-être mieux négocier, comme le demande le JICAM depuis un certain nombre d'années, par exemple, d'avoir des accords de coopération économique, des accords de partenariat économique, presque les mêmes que les APE avec l'Union européenne. Avec le Nigeria, on y gagnerait mieux si on voulait aider les populations du Cameroun. On y gagnerait mieux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a précisément pas justement les IDE dans ce pays, c'est-à-dire les BOT? Simplement parce que le cadre juridique, la sécurité juridique, pour être plus précis, la sécurité juridique et judiciaire n'est pas garantie. Un investisseur qui s'engage dans un BOT, c'est qu'il s'engage sur 10, 20, 30 ans en général. Mais il ne peut pas prendre le risque de s'engager dans un État où on va dire le droit à la tête du client, où la justice est aux ordres. C'est pour ça précisément que je rappelle la formule que j'ai faite au départ, pour dire que les pays qui se sont organisés pour être des États de droit et des démocraties sont plus attractifs à ce type d'investissement-là, parce que les investisseurs s'y sentent à l'aise et ils peuvent paver le pays d'infrastructures. C'est-à-dire, ce sont les investisseurs qui se bousculent aux portes du pays pour savoir ce qu'il y a à faire. Et donc, les pays qui ont comme ceux que vous gouvernez, c'est-à-dire le Cameroun, choisi la tyrannie et l'obscurantisme, n'ont d'autres options que de compter sur des amis qui peuvent quand même de temps en temps consentir des endettements. Mais faites gaffe à l'endettement, parce que je dis ça, je ne dis rien. L'endettement pour les puissances. L'endettement pour les puissances et pour une puissance émergente, notamment comme la Chine, est un outil stratégique de domination. C'est clair. C'est dans ce que le président chinois Xi Jinping appelle les nouvelles routes de la soie, le moyen de coloniser sans envoyer les troupes. Parce que quand vous êtes endetté, quand vous êtes surendetté, et j'emprunte à Maître Kakak, quand vous êtes surendetté et qu'à un moment donné vous n'arrivez pas à rembourser, allez voir ce qui se passe au Sri Lanka actuellement face à la Chine. Et la Chine, bien sûr, qui détient la majorité de la dette extérieure du Cameroun. Avec vous, Maître Simon-Serge Kaka, que faut-il faire dans ce contexte? Le budget a été voté en l'état alors que les députés PCN et SDF ont soulevé ces observations, ces points d'ombre dans l'élaboration du budget. Il est actuellement au Sénat, où le RDPC a également une majorité écrasante. Que faut-il faire dans ce contexte de politique économique très peu inclusive? Non, Cédric, avant de répondre à votre question,
Permettez-moi de brillantiner ce que Roland disait tout à l'heure, parce qu'il faut le reconnaître, il a fait des brillants développements. Là, il essaie de finir plus grand économiste que grand juriste, ça c'est une parenthèse. Mais ce que je voulais faire observer, c'est que, en fait, les institutions de Bretton Woods viennent de sortir le top 10 des meilleures économies africaines en 2020. Je vous donne le classement. Le premier, c'est le Nigeria. Le deuxième, l'Afrique du Sud. Le troisième, l'Égypte. Le quatrième, Algérie. Cinquième, Maroc. Sixième, Éthiopie. Septième, Kenya. Huitième, Angola. Neuvième, Ghana. Dixième, Tanzanie. Lorsque vous décryptez cette liste, il y a deux choses qui se dégagent. La première, il n'y a aucun pays d'Afrique centrale, il n'y a aucun pays d'Afrique francophone. Mais le Cameroun est 12e. Attends, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais il faut préciser que le Cameroun est 12e. Prenez votre nom en patience. Devant la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le reste. S'il vous plaît, c'est pas vous qui avez donné cette information. Ce que je voulais faire observer, c'est pour brillantiner ce que Roland disait tout à l'heure, qu'en fait, les pays qui brillent par leur exemplarité démocratique brillent également par leur exemplarité économique. Vous comprenez? Lorsque vous prenez ces 10 pays, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que les pays africains anglo-saxons et les pays maghrébins. Et vous allez constater effectivement que lorsque vous prenez les pays comme le Ghana, les pays comme le Kenya, les pays comme la Tanzanie, les pays comme... C'est des exemples de démocratie chez nous. Ici, en Afrique centrale, on ne peut jamais être dans le top 10. Parce que nous sommes, j'allais dire, les très mauvais exemples de démocratie. Chez nous, on ne prend pas la démocratie, on prend la dictature, comme M. Mboutou le disait tout à l'heure, parce que lui, il a parlé de la dictature, la majorité, mais moi, je parlais de la dictature tout court. Cette fois, c'est très important. Maintenant, pour revenir à votre question, dans ce genre de situation, je n'ai que mes yeux pour pleurer, parce qu'en réalité, j'avais la conviction qu'au sortir de cette session parlementaire consacrée à l'adoption du budget, nous allions avoir des choses intéressantes pour le Cameroun. Surtout que cette session coïncidait avec l'organisation des élections régionales. Mais tous ceux qui sont des observateurs avertis, tous ceux qui sont des vrais patriotes, les patriotes orthodoxes comme nous autres, nous nous rendons compte que, objectivement, tel que nous sommes partis, telles que les choses sont parties, nous ne sortirons jamais de l'auberge. C'est par là que je termine. Alors, sur son compte Twitter, le président du PCRN, Cabral Libby, a exprimé ses vifs regrets au regard de ces dispositions de la loi qui n'ont pas été respectées concernant le budget de la décentralisation. Cela intervient au moment où il y a les tout premiers conseils régionaux qui vont être mis en place. Edmond Kamgia, à quoi faut-il s'attendre dans les tout prochains jours concernant la décentralisation? Est-ce que le chef de l'État peut intervenir dans le cadre de cette loi des finances qui est en train d'être examinée au Sénat? D'abord, il faut observer que dans la réaction du député Cabral Libby, qui est très fondée, nous devons également regretter le fait qu'il n'ait pas tenu compte de ce qui avait été prévu. Au moins 15% du budget alloué aux ressources qui devaient être transférées dans les collectivités territoriales décentralisées, notamment les régions et les municipalités. Pour cela, il faut dire que c'est un très mauvais départ. C'est un très mauvais départ parce que le montant d'argent alloué, 232 milliards, pour les collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'on évalue au niveau des 15%, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins de la moitié des 15%. Et cela fait en sorte que c'est ce que j'appelle le mauvais départ. Deuxièmement, il faut dire que, par rapport à votre question, est-ce que le chef de l'État peut intervenir? Oui. Il peut intervenir si, effectivement, il a la volonté ferme de rassurer la communauté nationale et internationale que le Cameroun et son gouvernement veulent véritablement rendre effective la décentralisation. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes avec ce mauvais départ que le gouvernement a véritablement l'intention de rendre effective la décentralisation que nous attendons de tous nos voeux depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 janvier 1996. Je voudrais au moins dire une chose avant de terminer, avant de chuter, de reconnaître quand même que depuis quelques jours, il y a quelque chose qui est positive, qui vient d'être fait par le Cameroun, c'est qu'il y a quelques jours, le Cameroun a déposé les instruments de ratification de la zone de libre-échange continental auprès, n'est-ce pas, de l'Union africaine, en devenant ainsi le 33e pays sur 54 à avoir déposé les instruments de ratification pour faire partie des pays africains qui vont favoriser les échanges économiques et commerciaux en Afrique.
C'est vrai que ça vient un peu tard, il est 33e sur CK4. On attend encore 21 pays africains qui vont déposer les instruments de ratification de l'accord sur la zone de libre-échange africaine et continentale. Mais je voudrais dire, pour ces élections qui se déroulent aujourd'hui, les régionales, qui visiblement, lorsque nous descendons sur le terrain, on constate qu'il n'y a pas eu depuis quelques jours, malgré la campagne électorale dans certains médias sur ces régionales, on ne sent pas une émulation particulière. On ne sent pas les Camerounais galvanisés. Peut-être parce que c'est une élection dont le collège électoral est constitué essentiellement de deux catégories particulières, c'est-à-dire les chefs traditionnels et les conseillers municipaux. Mais je crois que ce n'est pas la seule région pour laquelle il n'y a pas une véritable émulation. C'est que très peu de Camerounais sont convaincus que ces élections régionales vont parvenir à nous offrir ce que la Constitution du 18 janvier 1996 a promis. Et cela le remet sur la table. La question de la forme de l'État. Est-ce qu'il ne faut pas véritablement permettre, et là je m'adresse au gouvernement, au chef de l'État, permettre au Parlement, c'est-à-dire à un congrès, au Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, d'ouvrir véritablement et définitivement le débat sur la crise anglophone, notamment sur la forme de l'État. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kambia et Joseph René Boutouzé, d'avoir participé à ces échanges. Merci également à vous, Jean-Robert Wafo, Maître Simon CHK4 et Maître Roland Duhou, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.